Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la cuisine minimaliste de mon fourgon aménagé. Donc c'est l'épisode 2, j'en avais déjà fait une de vidéo sur ce sujet il y a à peu près 2 ans. J'ai plein de nouvelles choses à vous montrer, des choses hyper intéressantes pour ceux qui vivent en fourgon aménagé ou en tiny house. Je vais vous expliquer aussi comment on fait pour gagner notre vie en travaillant dans le milieu viticole, parce qu'en ce moment on est dans le Beaujolais pour une saison agricole. Et puis on va parler aussi de plantes sauvages et de plein d'autres choses. C'est parti. En ce moment on est en train d'ébourgeonner la vigne. Donc je vais vous montrer, c'est un petit travail qui est assez simple. Ça a deux bénéfices pour nous. Le premier déjà, c'est qu'on gagne de l'argent parce qu'on est payé. Alors c'est pas un taux horaire qui est très haut, on est à 10 € net de l'heure. On pourrait travailler pour d'autres vignerons du coin pour lesquels on serait peut-être mieux payé. Sauf que le deuxième bénéfice, c'est quoi? C'est que là on est en train de nettoyer des vignes qu'on va tailler cet hiver, parce qu'en fait voilà, d'habitude on fait pas cette tâche là, c'est l'entreprise pour qui on travaille qui ils le font eux-mêmes, mais ils ont le temps de passer qu'une seule fois, et nous on s'est aperçu en taillant que y a des endroits ça mériterait de passer une deuxième fois. Donc cette année c'est nous qui faisons ce travail là. Les vignes qui sont plutôt propres on passe qu'une fois, mais les vignes qui sont sales on va passer 2 fois. Donc on est payé pour améliorer le travail qu'on va faire cet hiver. Ça veut dire que cet hiver les vignes vont être plus propres, donc on va pouvoir soit en tailler plus pendant les 3 mois de taille, soit on va mettre moins de temps à les tailler. Donc voilà, ça, pour nous ça sera un meilleur taux horaire. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça consiste. Alors voici des vignes qu'on a taillées cet hiver. Donc elles ont commencé à bien pousser, et notre travail il va consister à enlever tous les petits gourmands qui poussent le long du cep et qui servent à rien en fait. C'est des, voilà, du bois qui va juste prendre la vigueur du cep. Donc nous on enlève tout ça parce que ça n'a aucune utilité. Et une fois qu'on a ça, on se retrouve avec un pied de vigne qui est bien propre. Toute la vigueur va aller dans les bois qu'on a laissés quand on a taillé cet hiver. Et nous, l'année prochaine, quand on va revenir tailler, au lieu d'avoir un cep de vigne comme celui-là où il y aura plein de petits trucs à couper, on se retrouve avec un cep qui est tout propre. À la fin de cette vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous expliquerai les différentes saisons viticoles qu'on peut faire tout au long de l'année, parce que voilà, quand on veut travailler en étant nomade dans le milieu agricole, il y a plein de choses, mais le milieu viticole, il y a du boulot toute l'année. Donc ce que je ferai, c'est que j'en parlerai en fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. La journée de travail est terminée et maintenant je m'en vais à la chasse aux plantes sauvages. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terres du Beaujolais, dans les vignes, il y a beaucoup d'endroits, c'est très sableux, et donc il y a beaucoup d'asperges qui peuvent pousser. Alors il y a beaucoup de vignes où les asperges sont désherbées et ça pousse pas. Il y a des vignes qui sont faites en agriculture biologique. Là c'est pas le cas où je suis, ça a été désherbé, donc je n'en trouverai pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'asperges qui poussent, et d'habitude quand on est là à cette époque, on arrive à en ramasser des kilos et des kilos. Mais cette année, je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive un petit peu trop tard ou si c'est parce qu'il n'y a pas assez plu, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'asperges. Donc j'espère en trouver quand même. Je vais essayer de fouiller, en ramener quelques-unes à Cindy parce que je sais qu'elle adore ça. C'est parti pour la cueillette. Donc voilà à quoi ressemblent mes belles asperges sauvages. Pour l'instant j'en ai une petite poignée, rien de bien folichon. J'espère que je vais en retrouver d'autres. Bon, c'est pas une grosse récolte, mais ça fait plaisir de se promener. En plus j'ai vu quelques beaux lièvres. Je voudrais donner quelques conseils pour ceux qui s'intéressent aux plantes sauvages pour augmenter leur niveau d'autonomie alimentaire. Parce que la cueillette, ça peut faire partie de l'alimentation. Il y a des beaux coups à faire en ramassant. Moi je parle, voilà, quand tu ramasses les châtaignes par exemple, tu peux ramasser des quantités énormes de châtaignes, en faire des confitures, en faire de la farine, en faire de la purée en bocaux. Donc ouais, il y a de belles choses à faire avec les cueillettes pour augmenter son autonomie. Et moi ce que je vais conseiller, déjà la première chose, c'est pas forcément d'essayer de connaître un maximum de plantes en se disant vu que je connais beaucoup de plantes, je vais pouvoir manger plein de plantes différentes et j'arriverai à me nourrir comme ça. Je pense que c'est plus intéressant de sélectionner des plantes bien spécifiques. Alors le premier critère, c'est quoi? Il faut que ça soit une plante qui est bonne gustativement. Parce que moi j'ai appris à reconnaître plein de plantes, mais quand tu les manges franchement c'est clairement pas bon. Donc en fait tu finis par pas les ramasser parce qu'elles sont pas très bonnes.
La deuxième chose, c'est qu'elle pousse à profusion. Parce qu'en fin de compte, si tu connais des plantes, mais qu'elles poussent par-ci, par-là, tu vas en ramasser 3 petites graines de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y ait pas de risque. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles aient des plantes qui ressemblent, des faux jumeaux un peu, qui soient toxiques, et que ça devienne en fait risqué de les cueillir. Mais si tu as des plantes qui ont bon goût, qui poussent à profusion, et qui normalement sont tranquilles à ramasser, c'est des plantes hyper intéressantes à connaître. Je pense par exemple à l'ortie. Moi l'ortie, j'adore ça gustativement. C'est une plante qui pousse à profusion. Quand tu trouves, il y en a des champs. Et puis l'ortie, tu n'as pas beaucoup de risques de le ramasser. Ensuite, une fois que tu as fait une liste des quelques plantes comme ça qui ont ces 3 critères-là, une fois que tu as fait une liste de ces plantes qui poussent autour de chez toi, il faut que tu trouves un coin où les ramasser et savoir à quelle époque elles poussent. Et une fois que tu fais ça, tu as déjà augmenté énormément ton autonomie alimentaire parce que tu vas savoir quelle plante ramasser, où elle pousse et à quelle époque elle est ramassée. Et si tu regardes un petit peu les anciens à la campagne, tous les anciens qui mangeaient des plantes sauvages, c'était pas des herboristes, c'était pas des gens qui connaissaient la nature par cœur, mais c'était des gens qui connaissaient les coins. Ils connaissaient le coin à champignons, ils connaissaient le coin à châtaignes, ils connaissaient le coin pour les noix, ils connaissaient le coin pour les orties, ils connaissaient le coin pour ramasser des mûres. Ils savaient en fait reconnaître ces plantes sauvages qui étaient les plus connues parce qu'elles étaient bonnes, elles poussaient à profusion, elles étaient peu risquées à consommer. Ils connaissaient ces plantes, ils connaissaient où elles poussent et quand elles poussaient. Et c'était ça qui leur permettait de les consommer fraîches quand il y en avait, d'en faire des confitures, d'en faire sécher et de les conserver tout le long de l'année. Parce que quand ces plantes poussent, tu peux en ramasser en grande quantité. Nous par exemple, on aime bien ramasser de la châtaigne, on aime bien ramasser de la noix, on aime bien ramasser les pickles d'ail des ours. Moi j'adore les petits boutons d'ail des ours. J'en fais une vingtaine de pots par an. Et puis après j'en mange tout le long de l'année. Voilà, tu peux vraiment te faire plaisir, faire de la conserve, augmenter ton autonomie alimentaire en connaissant que quelques plantes et des endroits où les ramasser. Alors elles sont bonnes? Délicieuses. Je voulais vous présenter un petit peu de matériel qu'on utilise dans notre fourgon aménagé. Vous allez voir, il y a des bonnes petites trouvailles, donc c'est du matos qui est fonctionnel, qui va être très très compact pour le fourgon aménagé et on va garder un petit esprit voyage. Dans une précédente vidéo que j'ai sortie il y a à peu près 2 ans, je vous avais montré comment nous on cuisinait avec un simple réchaud à gaz et des casseroles prévues pour le voyage de camping et tout. Donc ceux que ça intéresse, allez voir cette vidéo, je vous donne plein de conseils sur quel type de gaz on utilise, notre réchaud à gaz, nos casseroles. C'est des casseroles qui sont vraiment top pour cuisiner en voyage, donc allez voir ça si ça vous dit. Je vire tout ça et je vous montre d'autres choses qui sont super intéressantes. Donc j'ai pas mal de petites choses, je vais garder ça pour la fin, ça vous allez le voir, si vous connaissez pas, vous allez en vouloir un. Donc première chose qu'on a acheté il y a pas mal de temps maintenant, c'est de la vaisselle en émaillé. Donc c'est du fer émaillé, on a des bols et des assiettes. L'avantage du fer émaillé, voilà, c'est vraiment des beaux objets déjà, c'est que ça va être quelque chose d'hyper résistant par rapport à du bois ou à du verre, de la porcelaine et tout. Quand on le fait tomber, ça peut casser. Ça, c'est indestructible. Et puis surtout, c'est que c'est multi-usage. On va pouvoir manger dedans, cuisiner dedans, mais ça résiste au feu. Donc on va pouvoir le mettre dans un four, par exemple, quand on passe un petit peu de temps dans notre tente. Vous l'avez peut-être vu la vidéo où je faisais des pizzas au four à bois dans la tente. Et j'utilisais ces assiettes-là. On va pouvoir les mettre sur le barbecue si on veut. Moi, je m'en sers comme couvercle sur ma poêle que j'utilise pour cuisiner sur le réchaud. Donc ça, voilà, c'est hyper costaud. Il y a plein de fonctionnalités. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Et en plus de ça, c'est hyper compact. Là, j'ai 3 assiettes. On voit que c'est hyper fin. Donc résistant, fonctionnel. Ça prend pas de place. C'est top pour la vie en fourgon aménagé. Pour tout le matos que je vous présente dans cette vidéo, je vous mettrai des liens en description. Donc on a des assiettes et on a les petits bols qui vont super bien aussi pour le petit déj, pour l'apéro, pour cuisiner avec. Et pareil, ça prend vraiment pas de place. Un autre accessoire que je voulais vous montrer, c'est un couteau suisse, mais c'est pas n'importe quel couteau suisse. Il est vraiment adapté à la cuisine, que ce soit pique-nique ou sur la route avec son fourgon. Il y a 3 outils très simples dessus qui vont vraiment bien pour la cuisine. Donc on a une petite lame qui va bien pour cuisiner, pour couper le sauce, couper le fromage. On va avoir le tire-bouchon pour déboucher une bouteille. Et on a cet outil-là qui est hyper bien pensé, qui va faire ouvre-boîte, décapsuleur. Et on va même pouvoir s'en servir de tournevis plat ou tournevis cruciforme pour bricoler dans son fourgon aménagé. Et puis en plus de ces 3 outils-là, on va avoir un cure-dent, donc parfait après avoir mangé.
Et on a même une petite pince à épiler. Donc voilà, ça c'est le Victorinox, c'est le Waiter. Il est tout petit, bien compact, vraiment idéal, ça prend pas de place dans le tiroir. Et avec ça, on a tire-bouchon, couteau, décapsuleur vos boîtes. On a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner, pour boire l'apéro. Un autre accessoire un petit peu dans le même genre de choses, ça je l'avais acheté parce que ça faisait longtemps que je cherchais une petite spatule qui prenne pas de place. Vous l'avez vu, moi la cuisine du fourgon, ça tient dans pas beaucoup de place. Je vous montrerai un petit peu après la disposition de la cuisine, mais je voulais vraiment quelque chose qui prenne pas de place. Et voilà, c'est la seule spatule que j'ai trouvée et qui est vraiment petite. Donc c'est la marque Gerber, c'est une marque américaine qui vend un peu des multitools, matériel de survie, matériel de camping. Et du coup ça vient avec deux petites cuillères. Il y a une cuillère, il y a une cuillère fourchette. Donc voilà, nous quand par exemple on a des invités, il manque un peu des cuillères, des fourchettes, on peut sortir ça en rab. Tout s'emboîte très bien les uns dans les autres. Il y a même un petit décapsuleur ouvre-boîte, mais je m'en suis jamais servi. Et l'avantage de ce truc, parce qu'après on va parler un petit peu de barbecue aussi, c'est que quand on le clip comme ça, tac, et ben il y a une pince, donc une pince pour cuisiner ou pour faire le barbecue, c'est top. Et vraiment la spatule, bon bah moi elle a un peu ramassé hein, parce que je cuisine avec depuis maintenant à peu près 3 ans. Mais la spatule elle est très bien, elle a une partie en silicone, une partie un peu en dents pour pouvoir couper un petit peu des trucs quand on cuisine. Vraiment elle est top. Donc voilà, deuxième petite trouvaille, c'est vraiment pas du gadget, c'est de la qualité. Ensuite, niveau couteau, nous ce qu'on utilise, c'est un petit kit de chez Opinel. Donc Opinel, hein, une marque, voilà, pas besoin de la présenter. Meilleur rapport qualité-prix pour tout ce qui est couteau. Donc c'est ce kit là. Dedans, on va avoir un couteau d'office pour cuisiner, couper les légumes, couper la viande, voilà, tout ce qu'on peut faire avec. On va avoir un économe pour éplucher. On va avoir un petit couteau comme ça c'est celui que je me sers le moins, mais c'est pour préparer les légumes, voilà, couper tout ce qu'on veut. Et puis on va avoir un couteau avec des dents, donc parfait pour couper le pain, pour couper les tomates, voilà, toutes les choses où on va avoir du mal à couper avec un couteau à lame lisse. Donc ça coûte pas cher, nous ça fait 4 ans qu'on les utilise, c'est hyper costaud, en plus voilà c'est Opinel, une marque qu'on aime bien, ça fait plutôt joli dans le camion. Et pour entretenir ces couteaux Opinel sur le site, il y a la petite pierre à aiguiser en pierre naturelle qui prend vraiment pas de place, hein, c'est une toute petite pierre mais ça suffit largement pour aiguiser ces couteaux quand on est en fourgon aménagé. Et il y a même le petit fusil comme ça, il y a même le petit fusil miniature qui va bien. Et moi je sais que quand je cuisine, voilà, un petit coup de fusil comme ça sur le couteau d'office et c'est parti, je suis paré pour cuisiner. Donc voilà, on est vraiment sur des petits accessoires qui sont bien fonctionnels, compacts, bon rapport qualité-prix, c'est des objets en plus qui sont durables et vraiment on est sur une petite ambiance fourgon aménagé avec des beaux petits objets pratiques. Et là ce que je vais vous montrer, voilà, c'est un kit. Ça s'appelle Rodolphe le rouleau, ça c'est Rodolphe le cuistot. C'est fabriqué en France, ça a été médaillé d'or au concours Lépine. Il me semble qu'il y a même un petit diplôme d'entrepreneuriat en Savoie parce que c'est fabriqué en France. C'est presque tout conçu en Savoie, proche de la Savoie. Enfin, c'est vraiment bien pensé. Donc c'est quoi ça? De toute façon, j'en referai une autre vidéo, je pense, bien détaillée pour mettre ce produit en avant parce qu'on n'en entend pas trop parler de tous ceux qui vivent en fourgon et qui ont un petit peu cette fibre de cuisinier. Et pourtant, c'est hyper bien pensé. Donc moi, ce que j'aime bien déjà dans ce produit, c'est que c'est un kit. Et moi, vous le savez, dans l'aménagement de mon fourgon, j'aime bien les objets dont je peux me servir à l'intérieur de mon fourgon, mais je peux les sortir pour m'en servir à l'extérieur. C'est pareil pour ma douche, c'est pareil pour mes WC, c'est pareil pour ma cuisine. Je vais pouvoir l'utiliser dehors et dedans. Donc j'aime bien les kits mobiles. Et là-dedans, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et c'est mobile, on est dans le fourgon. Voilà, c'est un tube. On peut l'ouvrir. Tac. Et là, on a un verre doseur et on a tous les outils qu'il faut à l'intérieur. Mais on a encore plus de choses que ça, vous allez voir, c'est très complet. Donc ce que j'aime bien, c'est que voilà, on ouvre ça, on peut cuisiner. Je veux aller cuisiner dehors, je prends mon tube, je sors, je le mets sur ma table et je commence à cuisiner dehors. Je suis pas là en train de trier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je mets tout ça dans un plateau et je sors. C'est hyper pratique. Donc le tube, là, on a un verre doseur. Voilà. Avec des graduations pour les liquides, pour la farine, pour le solide. Voilà, on a vraiment des belles graduations dessus. Ça va jusqu'à combien en contenance? En liquide, on est à 700 ici, donc on peut monter, je pense, jusqu'à 800-900 ml, mais on est gradué jusqu'à 700. À l'intérieur de ça, on va avoir plein d'outils. Je vous montre ça après.
Si on ferme ça, là aussi, on a une passoire. Ça peut faire petite passoire. Donc pour faire égoutter des radis, ce genre de petites choses. On va pas faire égoutter une grosse salade dedans, mais pour faire égoutter des radis, des fraises qu'on aurait nettoyées, des petites plantes sauvages qu'on a ramassées, c'est top. Et puis si on referme ça, ça c'est un truc, ça m'a longtemps manqué dans le fourgon. C'est un rouleau, du coup rouleau à pâtisserie. Donc si on veut faire une pâte à pizza, si on veut faire des faritas, voilà. Donc juste avec ça, pour commencer, on a le rouleau, on a le verre doseur, on a une petite passoire, c'est cool. Ici, on va avoir quoi? C'est vraiment très très bien pensé. On va avoir, voilà, une marquise, il me semble que ça s'appelle. Ça, c'est plus pour le côté un petit peu préparation, pâtisserie, purée, ce genre de choses. On va avoir une grosse cuillère en bois pour cuisiner. On va retrouver 2 couteaux, donc un petit couteau d'office et un petit couteau pour éplucher les légumes. Voilà, tout tient bien à sa place. On va avoir un petit sous-plat en silicone qui va faire aussi manique, donc ça c'est top. Je l'enroule, je le remets à sa place. Et ici on va avoir 3 petits outils. Un décapsuleur ouvre-boîte. Un tire-bouchon, voilà, avec l'ouvre-boîte, le petit truc, le petit couteau là pour enlever la capsule de la bouteille de vin, les connaisseurs savent. Et puis un petit fouet, ça c'est pareil, ça les petits fouets comme ça, moi je sais que des fois quand je vais faire, je sais pas, on a déjà tous fait une petite soupe en poudre, un petit flan en poudre, on va faire une pâte à crêpes, voilà, monter une mayonnaise et tout, ça prend pas de place dans un fourgon et ce fouet là il est hyper bien pensé. Et tout ça, voilà, tient dans ce petit tube, mais c'est pas fini, vous allez voir. C'est pas là où c'est le plus intéressant, pourtant c'est déjà bien intéressant. Tout ça se range facilement. Il y a un torchon aussi, je sais pas où il est le torchon. Et le torchon il se replie, il se met à l'intérieur. Et quand on met son torchon à l'intérieur, alors peut-être pas en face, là c'est bon. Ça évite qu'il y ait du bruit. C'est la petite astuce, mais franchement, ça fait pas beaucoup de bruit parce qu'il y a quand même des trucs en silicone qui calent, donc c'est pas bruyant. Et ce qui va être intéressant sur ce tube là, c'est qu'avec il y a 2 systèmes de fixation, donc un qui est aimanté, les aimantes tiennent très très bien, donc si on est dans un fourgon où la carrosserie est encore apparente, où il y a un endroit où il y a une plaque de fer, on veut le poser dessus pour éviter de mettre des vis, ou sinon celui-là va se fixer avec des vis. Et du coup on va pouvoir fixer son Rodolphe le cuistot écolo un peu de partout. Donc là il y a un élastique, donc avec ça je vais pouvoir le fixer contre un mur. Donc voilà, sur une cuisine, je sais pas si on le voit là, en plus il a plutôt un bel aspect parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un qui est gris, celui-là c'est la version écologique parce que ça c'est un mélange de plastique et de bois. D'ailleurs ça va faire à peu près, je sais pas, ça va peut-être faire 4-5 mois que je l'ai. Ça sent encore bon le sapin. Donc voilà, on peut le fixer avec l'élastique. Tac. Et sinon, on peut venir le clipper aussi, comme ça. Donc si ça c'est fixé dans un tiroir, au fond d'un tiroir et tout, on peut venir clipper son truc comme ça. On va pouvoir le clipper aussi en dessous. Donc on peut aussi fixer son support sur le plan de travail, venir fixer ça comme ça, ça bouge pas quand on roule. Quand on a besoin, on peut dévisser juste le dessus pour prendre ses outils. Et sinon, on fait un quart de tour, tac, on le prend et on peut sortir dehors. Donc vraiment, allez voir ça. Ça s'appelle Rodolphe le rouleau et celui-là c'est Rodolphe le cuistot écolo. En plus la version écologique elle est vendue avec une petite bouteille de génépi. Je crois qu'il me semble qu'il y a une recette aussi pour faire des crêpes au génépi ou ce genre de choses là. Allez voir ça, c'est vraiment un accessoire parfait pour la van life. Et on sort dehors parce que j'ai une dernière chose à vous montrer. Et le dernier accessoire indispensable pour cuisiner quand on vit en fourgon, c'est le barbecue. Là c'est un barbecue de chez Ukogear. Il a 2 avantages. Déjà, il est extra plat quand il est replié. Donc ça, pour le fourgon, c'est top. Et deuxième avantage, c'est qu'il est hyper simple à mettre en place par rapport aux barbecues qui sont pliables, mais qui sont en plusieurs parties, qu'il faut monter, démonter. Ils sont pleins de suie. Enfin, c'est pas top à utiliser. Là, il suffit de le déplier, on le pose et on peut allumer le feu dedans. La seule chose qu'il faut savoir sur ce barbecue, c'est qu'une fois qu'on a mis la grille, on ne peut pas la renlever pour mettre du bois. Après, c'est pas vraiment un défaut parce que pour cuisiner pour 2, 3, 4 personnes, on fait un bon feu. Une fois qu'il y a la braise, on met la grille et on peut lancer 1 ou 2 cuissons sans problème. Donc voilà, le petit barbecue de chez Ukogear qui va super bien.
Il est dimanche et bonne nouvelle, hier soir il a eu un orage, donc il a plu. Et puis voilà, il fait pas si mauvais que ça, il y a quelques éclaircies, il fait plutôt bon, il y a un peu de soleil. Et donc je me dis que les asperges ont peut-être poussé. Donc aujourd'hui on va aller récupérer des asperges en masse. Voilà, premières belles asperges qui pointent leur nez. Alors il y en a des grosses, et il y en a même des petites, donc on va pouvoir les laisser pousser et revenir les chercher. Alors les asperges c'est simple, on remonte le long de l'asperge avec une petite pression avec le pouce, et là où elle casse, c'est que tout sera assez tendre pour être mangé. Celle-là je vais la prendre, et les autres petites on viendra les ramasser dans quelques jours. Donc voilà des belles asperges, je les ai repérées parce qu'il y en avait une grande qui avait poussé qui était là, donc la tige va se manger. Et là il y a une belle asperge au pied du cep. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Il y en a encore quelques-unes ici. Hop. Hop. Une petite là-bas. Là, il y en a une très très grosse. Belle asperge sauvage. Une là. La cueillette n'est pas finie. On est dans un spot qui est proche de là où on travaille, où il y a plein d'ail des ours. Donc on va ramasser un petit peu, et avec les asperges, ça devrait faire un bon petit plat pour ce midi. On va ramasser quelques feuilles, mais on va essayer de ramasser un maximum de boutons pour faire des pickles d'ail des ours, parce que c'est quelque chose qu'on adore. Mais cette année, on s'y prend un petit peu trop tard, parce que l'ail des ours est déjà bien en fleurs. Donc voici le résultat de la récolte. Un bon saladier de boutons d'ail des ours, un saladier d'asperges et un peu d'ail des ours. On va pouvoir manger tout ça. Voilà, un bon petit plat de pâtes avec asperges et ail des ours. On va se régaler. Je vais en profiter pour vous montrer comment on range notre nourriture, pour vous montrer un petit peu comment on s'organise et qu'est-ce qu'on mange quand on vit en fourgon aménagé, parce qu'on rentre juste de course. Alors ici, on a le tiroir à légumes qui nous tient à peu près la semaine normalement. Sachant que des légumes, on en a aussi dans ce placard-là. Parce qu'on a quelques boîtes de conserve ici. Hop. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est vrac. Donc voilà, des grosses boîtes avec lentilles, du riz, des flocons d'avoine, des coquillettes. Voilà, tout ce qui est glucides en vrac. Là, on va avoir une partie épicerie avec encore beaucoup de pots en vrac. Donc du muesli, des graines. Là, on va avoir des pickles d'ail des ours qu'on a fait. Donc plein de petites choses, épicerie en vrac. Ici une autre partie où on va encore avoir pas mal de petites choses, le fromage, des trucs que la famille et les potes nous donnent, dont là de la bonne terrine de lapin en fait maison. Ça c'est de la poudre faite avec des cèpes broyés de mon pote Geoff, ça vient directement des Cévennes. Donc là on a encore un peu de nourriture. Et puis ici on a le sac dans lequel on met les fruits. Parce que voilà, fruits et légumes dans un fourgon, ça tient beaucoup de place. Et j'oubliais, juste là, on va avoir la boîte pour les œufs. Et en dessous, on a notre frigo glaciaire, mais qui en fin de compte n'est jamais branché. Dans lequel il y a quoi? Il y a quelques petites boissons. Le gros pot d'ail des ours qu'on a fait l'autre fois. Et là, on va avoir le tiroir avec les sauces, l'huile, le vinaigre.
Donc voilà, dans cette petite cuisine, on arrive à faire tenir quand même pas mal de choses, que ce soit fruits, légumes, vrac. On a largement de quoi manger pour 10-20 jours si on le veut. Après, souvent, les fruits et légumes, on fait quand même le plein de fruits et légumes toutes les semaines. Et sachant qu'on a encore une petite caisse dans le coffre du fourgon, dans laquelle on met tout ce qui est plutôt produit du terroir qu'on va acheter au gré de nos voyages et qu'on essaye de garder des fois un an, de les oublier, de les ressortir pour nous faire plaisir. Donc voilà, dans une petite cuisine comme ça, on peut faire tenir de quoi manger 2 personnes pendant quand même pas mal de temps. Ça fait plus de 3 semaines qu'on est arrivé dans le Beaujolais et on va finir cette saison avec un beau ciel bleu. Ça fait plaisir parce qu'on a vraiment eu tous les temps. On est arrivé fin avril, il faisait très chaud, puis après il y a eu de la pluie, il y a eu des orages, il s'est mis à faire froid. Et là on continue avec un beau temps, donc ça fait plaisir. On est arrivé, la vigne était juste en train de pousser. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ça a bien poussé. On voit ici le bois qu'on avait laissé pendant les taillages. Donc nous, on a coupé là. Il y a des bourgeons qui ont repoussé et qui ont donné des jolis bois. Et on peut même voir les grappes de raisin arriver. Donc ça, c'est une vigne qu'on a déjà fait quand on est arrivé fin avril. On l'a déjà nettoyé une fois. Donc on l'avait nettoyé une première fois et les cèpes étaient tout propres comme ça. Et là on est en train de repasser une deuxième fois. Parce que comme vous allez le voir, voilà, il y a plein de petits bois qui ont repoussé. Et si on n'y avait pas nettoyé 2 fois cette vigne, ça serait vraiment des buissons. Et quand on serait arrivé pendant l'étage, ça aurait été vraiment un énorme bordel à tailler. Bon, c'est le dernier jour pour nous dans le Beaujolais. On va reprendre la route aujourd'hui vers d'autres aventures. Je voulais parler un petit peu des saisons agricoles dans le milieu viticole pour tous ceux que ça intéresse. Moi, vous le savez, depuis le début de ma vie de nomade, les saisons agricoles, ça a toujours fait partie de ma façon d'être indépendant financièrement. Que ça soit quand je voyageais en sac à dos, je faisais toujours 1 ou 2 mois de saison agricole. C'est ça qui m'a permis aussi de mettre de l'argent de côté quand je voyage en sac à dos pour acheter le fourgon. C'est ça qui m'a permis d'aménager mon fourgon. Et aujourd'hui, c'est grâce en partie à ça que je suis indépendant financièrement. J'ai d'autres activités qui me rapportent de l'argent, mais les saisons agricoles, ça fait partie de ce qui me permet de gagner ma vie. J'ai d'ailleurs sorti un programme vidéo là-dessus qui s'appelle le guide du saisonnier agricole nomade. C'est un guide qui va permettre à toutes celles et ceux qui le veulent de devenir indépendants financièrement grâce aux saisons agricoles. Donc pour tous ceux qui sont nomades, qui veulent devenir nomades, mais qui ne savent pas comment ils vont faire pour gagner leur vie en voyageant parce qu'ils n'ont pas forcément de diplôme, de compétences qui pourraient permettre de gagner de l'argent en étant nomade, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Les saisons agricoles, moi, il y a plein de raisons pour lesquelles j'en parle. Déjà, la première chose, c'est que n'importe qui peut trouver du travail, même sans compétences. Dans le milieu agricole, c'est assez facile de trouver du travail. Une autre raison qui est intéressante, c'est que pour tous ceux qui ont des projets d'autonomie, ça permet d'apprendre l'agriculture. Quand tu vas travailler pour des maraîchers, travailler dans des vergers, faire ce genre de choses, tu apprends l'agriculture. C'est des compétences qui peuvent être hyper importantes pour l'autonomie. Et puis pour travailler en voyage, c'est pas mal, moi je trouve, parce que ça te permet de trouver du travail un petit peu aux 4 coins de la France ou même aux 4 coins de l'Europe si tu veux. C'est souvent des travails qui vont pas durer 1 mois, 6 mois, 1 an. Non, tu peux trouver des saisons. Par exemple, là on est venu, on aurait très bien pu rester 3 semaines, on en est resté 4. Donc il y a plein de raisons de s'intéresser à ça. Pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien de mon programme en description de cette vidéo. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de gens qui l'ont suivi. Régulièrement, je reçois des mails de personnes qui me disent « Merci Quentin, grâce à ton programme, j'ai trouvé mon premier boulot en saison en tant que saisonnier agricole. C'est super cool, grâce à toi, je gagne de l'argent en voyageant. » Et ça, moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je voudrais parler plus particulièrement des saisons agricoles dans les vignes. Moi, vous le savez, si vous me suivez, je travaille régulièrement dans les vignes. Et ce qui est intéressant pour les nomades, c'est que dans les vignes, il y a du boulot toute l'année, même pour les gens qui n'ont pas forcément de diplôme ou de compétences dans les vignes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, en France, on a quand même des beaux vignobles viticoles un petit peu de partout en France. Donc ça peut te permettre, un peu de partout en France, de trouver quand même du boulot. Alors moi, les vignes, je connais depuis que je suis gamin. Je suis fils et petit-fils de viticulteur. J'ai toujours bossé dans les vignes. Quand tu es né dans le Beaujolais, à 14-15 ans, quand il faut acheter ta première mobilette, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tailler la vigne pour le voisin, tu gagnes un peu de sous et tu achètes ta première mobilette comme ça. Après, je suis parti un peu dans le bâtiment, puis j'ai retravaillé pendant 5-6 ans dans un gros domaine viticole dans le Beaujolais. Et tout au long de mes voyages, je suis retourné régulièrement bosser dans les vignes pour gagner de l'argent. Et les vignes, c'est intéressant parce que, comme je disais, tu as du boulot toute l'année.
Donc de mi-novembre à mi-avril, déjà il y a la taille de la vigne, donc c'est que pendant 5 mois, dans le Beaujolais en tout cas, dans d'autres régions, je sais pas si c'est les mêmes, de toute façon c'est forcément un peu la même période de l'année, hein, mais voilà, pendant 5 mois déjà tu peux tailler la vigne. Alors tailler la vigne, ça demande quand même, c'est une compétence qui s'apprend, on n'apprend pas à tailler la vigne en 2 jours. Mais voilà, si on trouve quelqu'un qui accepte de nous former, qui nous fait un petit contrat en CDD pour 1 ou 2 mois, le temps de nous former, le temps de l'aider à tailler la vigne, bah c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Et après, une fois qu'on sait tailler la vigne, c'est assez simple de trouver des vignes à tailler, même en autonomie. Voilà, tu prends des vignes à tailler, tu te poses avec un camion quelque part, et puis tu es autonome, t'as pas de patron sur le dos et tout. Moi, c'est pour ça que j'adore cette saison agricole. Donc pendant 5 mois déjà, tu peux tailler la vigne. Et entre le moment où la vigne a été taillée et le moment où elle va pousser, bah, y a plein d'autres travaux à faire. Là, je sais pas si vous avez vu par exemple, mais je suis passé à côté d'une vigne où il y a du palissage. Donc le palissage, c'est les piquets, les fils de fer, tout ce qui va tenir la vigne au fur et à mesure qu'elle va pousser. Et ça, c'est un gros boulot. Par exemple, le domaine pour qui on travaille en ce moment, tous les ans, ils font venir des Polonais pour travailler, parce que voilà, la main d'œuvre dans le milieu agricole, il en faut tellement que la main d'œuvre française ne suffit pas. Donc ça, c'est un palissage. Et les Polonais viennent là pendant presque toute l'année, et toute l'année ils font du palissage, donc ils plantent des piquets, ils déroulent des fils de fer, ils mettent des clous. Ça, c'est un énorme boulot. Et entre le moment où la vigne était taillée et le moment où la vigne pousse, c'est le genre de boulot qu'on peut trouver facilement. Après, une fois que la vigne elle commence à pousser, comme vous avez vu, il y a les mondages, donc le fait de nettoyer les ceps, ça fait partie des boulots, des petites tâches manuelles que n'importe qui peut faire. Il n'y a pas besoin d'être diplômé, il n'y a pas besoin d'une formation spéciale, donc on trouve facilement. Et puis là, au fur et à mesure que la vigne va pousser, il y aura toujours du travail. Après, on va la cisailler, on va même la moucher, on appelle ça avec une petite trique. On vient couper le bois qui va être trop par rapport aux autres pour bien que tout pousse de façon homogène. Ensuite, on va venir cisailler la vigne, on peut venir la relever aussi, l'accrocher avec des liens. Donc voilà, il y a énormément de boulot. Après, dans tout ce qui va être viticulture biologique, c'est pareil, arracher de l'herbe à la main, faire de la pioche. Donc du moment où la vigne pousse jusqu'au vendange, il y a énormément de boulot dans les vignes. Vraiment, pour ceux qui cherchent, il y a du taf. Après, il y a les vendanges, donc les vendanges c'est une super partie de l'année, voilà, parce que c'est souvent, après ça dépend des régions, hein. Je sais que dans le Beaujolais c'est bien resté comme ça, c'est un travail saisonnier qui est très très difficile parce que ça casse le dos, mais par contre c'est hyper convivial. Si tu arrives à trouver comme ça un viticulteur qui te nourrit, qui te loge, tu es avec une vingtaine de personnes pendant 15 jours à faire les vendanges, voilà, tu fais plein de belles rencontres et puis c'est un bon travail les vendanges, hein. Si tu te renseignes autour de toi, il y a de grandes chances que les gens ont au moins fait les vendanges une fois dans leur vie quand ils étaient étudiants. Donc une fois que le raisin est ramassé, après il y a plus du travail dans les cuvages, dans les coopératives. Encore une fois, c'est possible de trouver du travail dans ces domaines-là, hein. Moi je sais que j'ai plein de potes saisonniers agricoles, plein de potes qui venaient faire les vendanges et tout, et qui arrivaient à trouver du travail dans les cuvages, dans les chais. Et puis après, là, il y a une petite période un peu plus creuse entre le moment où le raisin est ramassé, le raisin est vinifié, et le moment où il va falloir retourner tailler. C'est un peu plus creux, mais il y a quand même du boulot parce que les vignerons vont planter des greffes, va falloir des fois entretenir le palissage, va falloir faire plein de choses. Donc voilà un petit peu, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller taper à la porte des viticulteurs, voir s'ils ont du boulot pour vous. C'est une façon très très simple de trouver du travail, hein, taper à la porte des viticulteurs et leur demander s'ils ont du boulot. Et puis sachant que pour tous les vignerons qui qui vendangent les raisins à la main, et du coup ça veut dire qu'ils ont des bâtiments pour loger leurs vendangeurs, donc potentiellement ça peut dire qu'ils peuvent vous loger. Là tous les soirs ou 2-3 fois par semaine quand je vais courir, j'en profite pour discuter avec les petits vignerons du coin, et il y en a plein qui, souvent déjà quand on discute, qui me demandent si nous on recherche du boulot parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre, et il y en a plein avec qui je discute, souvent ils font venir des gens de Bulgarie, de Roumanie, et du coup vu que c'est des gens qui viennent de loin, ils les logent. Donc franchement, si des gens de Roumanie ou de Bulgarie arrivent à trouver du travail en France en étant logé, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Donc voilà pour cette vidéo. Nous là on va être reparti pour quelques semaines, on va se poser un petit peu et puis après on va repartir pour un petit tour du nord de la France qui devrait être pas mal. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.